Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Taloche, votre chaîne qui parle du catch qui claque. Aujourd'hui, on va parler d'un pay-per-view, le dernier pay-per-view du côté d'Impact et du côté d'ailleurs de Nashville dans le Tennessee. C'était Impact Rebellion. On va en parler. Ça va faire couler beaucoup d'encre. Je sais que ça a déjà fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé de ce pay-per-view, notamment d'ailleurs pas que des fans d'Impact, comme quoi ça a bien fonctionné. Mais aujourd'hui, je vais en parler et je sens que je vais m'attirer surtout beaucoup, beaucoup de sympathie, notamment d'ailleurs de la part des fans d'Impact, dont je suis d'ailleurs membre, je le rappelle. C'est parti. Mais avant de commencer ce podcast, bien sûr, je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire au podcast Catch Up qui fête ses 5 ans. Donc voilà, je vous fais un gros bisou à toute la team et joyeux 5e anniversaire. Continuez comme ça pour peut-être encore 5 ans en plus et voire même 15 ans. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, comme disait un certain chanteur, bien sûr. Le pay-per-view a commencé directement avec un match avec 3 compétiteurs. C'était un match pour le titre X Division. Ace Austin, le champion, remettait sa ceinture en jeu, toujours accompagné de Mad Bad Fulton, bien sûr, vous connaissez maintenant depuis un petit moment. Les deux challengers, c'était TJ Perkins, TJP, l'ancien champion d'ailleurs, hein, justement, de la X Division du côté d'Impact. Et le nouveau challenger, un challenger fort, c'était Josh Alexander, l'ancien membre de l'équipe The North, avec Ethan Page, qui lui a fait ses débuts du côté d'AEW. C'était du coup un match assez dynamique pour commencer cette soirée forte en émotion, j'ai envie de dire. Et c'est un match qui a très bien fonctionné sur moi, c'est très cool. À aucun moment j'ai douté que le match allait être très très bon. Les 3 compétiteurs sont quand même des super catcheurs, il faut quand même l'avouer. Ace Austin, c'est un petit peu, pour ceux qui ont déjà suivi hein, les vidéos sur Impact sur la chaîne, c'est un petit peu mon chouchou, voilà. C'est le genre de catcheur auquel je m'attache beaucoup et que je trouve très très bon. Et il l'a prouvé encore une fois ce soir. Malheureusement pour lui, ce n'est pas lui qui remportera cette victoire et qui conservera du coup cette ceinture X Division. C'est Josh Alexander qui devient le nouveau champion X Division. Après un magnifique, je ne sais pas comment on appelle ça exactement, un Butterfly Palo Driver. Double N Palo Driver, appelez ça comme vous voulez. Très très bien porté d'ailleurs hein, sur Ace Austin. C'était un match super cool, ça a été très dynamique, ça n'a pas perdu de temps. Effectivement, on aurait pu se dire qu'ils auraient pu vendre effectivement un peu plus, mais on n'est pas là pour ça et je pense que la plupart des gens qui sont assez accoutumés à la X-Division savent qu'on n'est pas là pour ça forcément, mais on est là surtout pour de l'action, pour de la rapidité, pour de la fluidité. On s'est fait peur effectivement à quelques moments, notamment au moment où Josh Alexander récupère la jambe de Ace Austin alors qu'il était sur la deuxième corde pour enchaîner du coup avec son angle lock. Mais voilà, on s'est fait peur à quelques moments, ça fait partie aussi du jeu. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'était très très cool. Et du coup, on a un nouveau champion X-Division à la personne de Josh Alexander. J'ai très hâte de voir la suite autour de lui, parce que c'est un super catcheur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être ont commencé Impact avec ce pay-per-view. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé Impact avec ce pay-per-view. Donc vraiment, je vous invite à aller voir les matchs notamment qu'il a fait en équipe avec Ethan Page, parce que c'est vraiment des très très bons matchs, notamment contre les Rascals. Qui du coup hein, seront représentés par le dernier membre encore en activité du côté d'Impact, parce que les deux autres membres sont du côté de WWE NXT, en la personne de Wesley et de Nash Carter, qui sont d'ailleurs les champions actuels par équipe du côté d'NXT. Voilà, c'était super cool. Il y a un moment qui, à chaque fois, me choque de Josh Alexander, et que je trouve toujours incroyable, très impactant. C'est le fameux moment où il y a une personne, à ce moment-là, du coup, c'était Ace Austin qui se retrouve être sur le tablier du ring, assis sur le tablier du ring, et Josh Alexander qui arrive en courant derrière, qui fait un crossbody de tout son corps directement sur le dos de la personne. C'est toujours très impressionnant à voir. Et durant ce match-là, ça m'a limite choqué. Hein. C'était vraiment fait d'une manière tellement intense, c'était incroyable. Voilà, vraiment, je vous invite à aller voir cet opener qui était vraiment magique, je trouve, et qui représente très très bien ce qu'est la X Division. Et on espère en tout cas un très très bon règne de la part de Josh Alexander, qui, je le rappelle, un catcheur incroyable, un petit peu dans la lignée, hein, vous connaissez des catcheurs très, j'ai envie de dire, techniques, soumission, très lutte en fait, comme l'était Kurt Angle notamment. On a le deuxième match, ou en tout cas la promo qui est diffusée pour le deuxième match, du coup, comme je l'ai dit, Violent by Design, représenté par Cody Deaner, Joe Daring, Rhino et Eric Young, qui devaient ce soir affronter la nouvelle équipe, j'ai envie de dire, Beer and Guns, donc Chris Sabin et James Storm, qui sont plus une association qu'une vraie équipe pour le coup, même si j'apprécie beaucoup le duo des deux, que j'aimerais vraiment que ça fasse une réelle équipe. Mais voilà, et du coup ils étaient accompagnés ce soir par Eddie Edwards et Willie Mack. Juste avant de débuter ce match, on a eu une petite promo
dans les backstage, on voyait les Violent by Design, VBD, du coup avec Eric Young en tant que leader, qui parlait avec quelqu'un qu'on ne voyait pas pour lui dire écoute, rejoins notre équipe. Eric Young est, semble-t-il, blessé au genou. Je ne sais pas si c'est une blessure réelle ou une blessure dans l'histoire. Je pense que c'est une blessure dans l'histoire, hein, personnellement. Mais voilà, en tout cas, il propose à quelqu'un de les rejoindre. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié cette promo parce qu'on a un moment où voilà, on voit que le clan qui parle à quelqu'un qui semble être en tout cas plus petit qu'Eric Young à ce moment-là. Et la promo se termine sur les membres qui lèvent les yeux et qui regardent. Du coup, on s'attend à quelqu'un d'assez grand en tout cas. Et ça n'a pas manqué parce que du coup, le dernier membre qui est du coup remplacé Eric Young dans cette équipe, dans ce match 8, ce match à 8 tag team, donc ce match 4 contre 4, et qui du coup rejoint l'équipe Violent by Design, c'était, peut-être que ça va pas vous dire grand chose à vous, mais c'est W. Morrissey, aussi connu sous le nom de Big Cass du côté de WWE, ou Kaz XL du côté indépendant, même si, il faut l'avouer quand même, il n'a pas fait grand chose en indépendant. Mais voilà, du coup, on a Morrissey qui arrive officiellement, anciennement appelé Colin Cassidy, aussi du côté de NXT, pour ceux qui veulent encore aller plus loin dans son histoire. Et ça m'a surpris, ça m'a beaucoup surpris, tout simplement parce que j'ai pas vu de rumeurs par rapport à ça. Je sais qu'effectivement, il a fait son retour, entre gros guillemets, vous voyez pas que je fais des guillemets, mais j'en fais des énormes, son gros retour du côté du catch, il y a quelques mois maintenant, où il était venu à un show justement d'Impact Plus, donc les shows qui sont diffusés sur la plateforme Impact Plus, hein, qui est la plateforme d'Impact, hein, tout comme le WWE Network fut un temps, en tout cas maintenant encore à l'étranger, qui est maintenant Peacock aux États-Unis. Mais voilà, en tout cas, il avait fait son retour dans le monde du catch directement sur un show d'Impact Plus. Je ne rappelle plus la promotion, hein, n'hésitez pas à le dire d'ailleurs en commentaire si vous vous rappelez du nom de la promotion, parce que moi je vous l'avoue que je l'ai mangé. Mais voilà, il est revenu après, on sait qu'il y a eu beaucoup d'histoires personnelles autour de la drogue, de l'alcool, il avait pris du poids, il avait un petit peu, voilà, il avait un petit peu plongé, mais apparemment il s'est repris en main et il a fait quelque chose, je sais également que Doug Gallows, l'ancien Luke Gallows du côté WWE, est pour quelque chose, en tout cas dans cette réinsertion, j'ai envie de dire, dans le monde du catch, et Colin Cassidy, anciennement Big Cass, et maintenant Morrissey, de son vrai nom, d'ailleurs c'est son vrai nom, il me semble qu'il s'appelle William Morrissey de son vrai nom, du coup arrive du côté d'Impact dans une forme physique incroyable. Le mec ici reste quand même sur ce qu'il présente actuellement là, c'est de l'argent. C'est de l'argent, j'ai envie de dire. Futur champion du monde, comme on aime bien dire également. Mais le mec est super charismatique, il est imposant physiquement. Là, il est dans une forme incroyable, du coup, il paraît agile, fort. C'est très impressionnant à voir. Et du coup, voilà, il rejoint la team Violent by Design pour un petit peu, j'imagine, suivre ce qu'était ce clan, donc le clan des gens qui veulent se réinsérer dans la société, en gros, de manière assez agressive, bien sûr. Le match, du coup, 4 contre 4 est très cool. Évidemment, c'est Morrissey qui est totalement mis en avant, hein, et plusieurs fois il prend l'avantage sur les 4 autres compétiteurs. C'était très bien fait. Il y a eu également un enchaînement avec l'équipe des Face, donc les Chris Sabin, Tim Storm, Eddie Edwards et Willie Mack. Un très bon enchaînement de leurs 3-4 prises qui était super cool. Donc on a eu si je ne m'abuse, un backbreaker de James Storm, un coup de pied de Chris Sabin, un backflip, je sais plus comment on appelait ça, un moonsault, pardon, excusez-moi, un standing moonsault de Willie Mack suivi d'un dimming elbow de James Storm. Donc j'imagine que du coup c'était Edwards qui avait commencé l'enchaînement sur du coup Cody Deaner. Je sais pas s'il se fait encore appeler Cody Deaner ou juste Deaner. Mais voilà, c'était un très bon enchaînement, j'ai beaucoup apprécié, j'adore moi quand on a des combos d'équipes en fait, je trouve ça très cool. Mais voilà, en tout cas c'était vraiment totalement le match pour mettre en avant Morrissey, et ça a très bien fonctionné avec moi, je le trouvais très cool. Et c'est le genre de catcheur, en tout cas que j'apprécie beaucoup. J'aimais déjà bien à l'époque de la WWE, même s'il a eu quelques déboires malheureusement qui l'ont fait partir, et en tout cas qui l'ont fait faire partir, et à juste titre, hein, j'ai envie de dire quand même, il n'était pas non plus tout blanc dans ces histoires. Mais voilà, c'était très cool, et surtout, comme j'allais le dire, il me rappelle beaucoup des catcheurs comme l'était Test, par exemple, Feu regretté Test, ou encore Diesel à l'époque de WWF. Et j'apprécie ce genre de catcheur, et surtout, comme je l'ai dit dans sa présentation, il est vraiment dans une forme physique incroyable. Et pour moi, c'est le genre de mec qu'il faut réussir à tellement bien booker pour se faire un maximum
de buzz autour de lui, surtout se construire quelque chose autour de lui. Parce que j'imagine que s'il vient à Impact, c'est aussi parce qu'il a envie d'être dans une atmosphère en tout cas qui lui plaît. Et j'espère que Impact réussira à faire en sorte qu'il se plaise dans la promotion, parce que ça peut très très bien fonctionner. Donc voilà, une victoire des Heels avec Violent Design, avec un sidewalk slam, je ne sais plus comment on appelle vraiment cette prise, mais c'était très très cool. Hein. Juste avant, il a placé bien sûr un magnifique big boot. C'est à ce moment-là que je me suis dit, test me manque beaucoup. Mais voilà, c'était vraiment une très très belle confrontation, et comme je l'ai dit, c'était vraiment pour mettre en avant Morrissey, et ça a très très bien fonctionné. Donc bravo, le match était là pour ça, donc ça a très très bien joué dessus. Bravo à tous les compétiteurs qui étaient dans cet affrontement, c'était très cool. Le match suivant, c'était Brian Myers contre Matt Cardona, Zack Ryder contre Kurt Hawkins, ou Kurt Hawkins contre Zack Ryder, plutôt dans ce sens-là, vous serez peut-être moins perdu. Confrontation que moi j'apprécie beaucoup, même si toute la rivalité autour des deux ne m'a pas forcément plu autour de ces dernières semaines, mais je trouve que les deux ont une histoire en commun et c'est très cool. D'ailleurs, pour le petit easter egg que j'ai beaucoup apprécié, c'est le Hunt Prettier de Matt Cardona, donc le kill switch. J'aurais beaucoup apprécié qu'on fasse plus référence peut-être à Edge, avec pourquoi pas des execution, excusez-moi, des execution, des implar DDT, des spears, pourquoi pas même, ça pourrait être très très cool. Mais le match m'a pas ennuyé. J'avais peur de m'ennuyer avec ces deux catcheurs, parce que c'est des catcheurs qui sont certes très corrects, mais qui peuvent quand même peut-être endormir le rythme. Mais ça a bien fonctionné avec moi, je trouve, c'était très très cool. D'ailleurs, le Silent Radio, qui est le nouveau nom de la finish de Zack Ryder, hein, de Matt Cardona plutôt, pardon, excusez-moi, l'habitude, et qui était placé à l'extérieur directement sur la rampe d'entrée, était très très cool, c'était vraiment dès le début en plus, et j'ai trouvé ça très impactant, c'était bien joué de leur part. Ils ont bien essayé de jouer avec le fait de se battre à l'extérieur aussi pour apporter une sorte de dynamisme au combat, et ça a très bien fonctionné. Mais j'ai quelque chose à dire, parce que voilà, je râle un petit peu, voilà, vous me connaissez, j'ai toujours quelque chose à dire. Matt Cardona est vraiment pas un bon acteur, c'est assez fou. Le moment où ils sont à l'extérieur du coup et que Brian Myers est derrière les barrières, que Matt Cardona veut lui porter un coup de pied et qu'il se protège, que Brian Myers se protège avec l'annonceuse de ring ou la personne qui était au bord du ring, je ne sais pas qui elle était, mais ou peut-être l'intervieweuse d'ailleurs, il me semble que c'était l'intervieweuse. Et Matt Cardona, il lève les bras avant même que Brian Myers ait utilisé le rempart, j'ai envie de dire, pour pas se prendre le coup. C'est plein de petits détails comme ça dans Matt Cardona qui, moi, ne me font pas forcément apprécier le personnage et le catcheur en lui-même, alors que je trouve qu'il a une forme physique assez incroyable, qu'il a une gueule, une certaine prestance, mais il est vraiment pas bon acteur. Dès qu'il s'agit de vendre quelque chose en termes d'acting, c'est catastrophique, Matt Cardona. Mais bon, heureusement pour moi, c'était pas lui qui remporte la victoire. C'est Brian Myers qui remporte la victoire, alors que Matt Cardona était, il me semble en tout cas dans l'histoire, s'était blessé, parce qu'il voulait porter encore une fois son Silent Radio, mais Brian Myers le contre, et du coup l'envoie par-dessus lui. Et en retombant, le genou de Matt Cardona le lâche. Donc là, à ce moment, on a les médecins qui arrivent, l'arbitre qui demande à Brian Myers de reculer, de se calmer. Et Brian Myers qui lui tend la main pour lui dire écoute, c'est pas grave, mon pote, on se tend la main. Et puis finalement, il enchaîne avec une magnifique close line dans la gueule. Et puis ensuite, il finit avec sa finisher qui est une sorte de close line en courant. Je ne sais pas trop. C'est un peu bizarre. J'aurais bien aimé qu'il finisse avec un spear, ça aurait pu être très très cool pour le coup. Mais bon, voilà, c'est vraiment pour chipoter pour le coup. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié cette confrontation en tout cas, c'était très très sympa. Je sais pas pourquoi, le moment où Matt Cardona tombe et se fait mal au genou, ça m'a rappelé beaucoup le Shawn Michaels contre Batista, qu'on avait eu en 2008, pour les plus anciens, peut-être que vous vous rappelez de quoi je veux parler. Mais le fameux moment où Batista veut porter son Batista bombe à Shawn Michaels, que celui-ci contre, et qu'en tombant, il tombe et ses genoux le lâchent en fait, et qu'il tombe par terre. Et ensuite, tout ce qu'on a eu d'ailleurs, qui est pour moi encore l'une des plus grosses réalités de l'histoire de WWE, où on a Chris Jericho qui était l'arbitre spécial de ce match-là, qui au début dit non, tu fais semblant, bien joué, voilà, MDR, pas cool. Et puis finalement, Shawn Michaels dit non, non, je me suis vraiment blessé, tout ça, jusqu'au moment où Shawn Michaels finit par porter un super kick à Chris Jericho. Du coup, Chris Jericho se sent trahi dans l'histoire, et ça a eu lieu à peut-être l'une des meilleures réalités, comme je l'ai dit, de l'histoire de WWE. Mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, je me suis dit c'est bizarre, Matt Cardona, on dirait qu'il fait semblant de s'être blessé au genou. Je sais pas si c'était volontaire ou alors si c'est encore une fois qui est très mauvais en acting. Mais voilà, moi j'ai pensé à ça, donc pourquoi pas partir sur quelque chose comme ça où Matt Cardona fait semblant de se blesser pour essayer d'amadouer Brian Myers. Malheureusement ça n'a pas marché.
ça pourrait être très cool, ça pourrait apporter vraiment plus de profondeur à la rivalité que juste des mecs qui ont catché en équipe, qui sont, je le rappelle, toujours les plus jeunes champions par équipe de l'histoire de WWE. Voilà, peut-être que ça pourrait apporter quelque chose en plus. En tout cas, c'est l'une de mes hypothèses. Mais, comme je l'ai dit, le match en lui-même était très très bien. Et je suis sûr, on est tous sûrs en tout cas, que la rivalité va continuer après cette fin un petit peu en triche, un petit peu en fourbe, voilà, de la part de Brian Myers. On a ensuite le match pour les ceintures par équipe, Knockout. C'était du coup Jordan Grace et Rachel Ellering qui a fait ses débuts au dernier Impact, juste avant le Rebellion, quoi. Et cette fois-ci, ils étaient accompagnés de Jazz, qui vient, elle, du coup, d'officialiser sa retraite au dernier pay-per-view qui était diffusé sur Impact+, le show Hardcore Justice. Et du coup, cette fois-ci, elles affrontent les championnes par équipe, bien sûr, Fire and Flava, Kiera Hogan et Tasha Steelz. C'était un match que j'ai trouvé bizarre. J'ai vraiment trouvé le match bizarre dans sa construction. Je sais que Rachel Ellering est censée être la nouvelle arrivante, donc il faut la mettre en avant, mais j'avoue que quand je vois Jordan Grace, je ne peux m'empêcher de me dire que c'est elle, la femme forte du groupe. Alors là, ça m'a vraiment fait étrange, parce que du coup, c'est elle qui se fait dominer durant pratiquement tout l'affrontement. Elle se fait amener dans le coin par Fire and Flava, par les deux, et elle se fait dominer jusqu'à le hot tag de Rachel Ellering. Mais vraiment, je n'ai pas compris cette construction que je trouve très étrange. Ça rappelle beaucoup, hein, pour ceux qui ont regardé WrestleMania, le match entre Omos et AJ Styles contre les New Day. J'ai trouvé ça un petit peu similaire, où la construction est très étrange. Bon, là, pour le coup, hein, le rôle de face et heel est très bien délimité, mais je trouvais ça bizarre que Jordan Grace s'en prenne autant dans la gueule, alors que c'est quand même une ancienne championne Knockout, je le rappelle. En plus, l'une des plus dominantes, quand même, il faut le rappeler ça également. Pour que Rachel Ellering fasse le tag, alors que j'ai pas l'impression qu'elle soit si forte que ça. C'est quand même une victoire de Jordan Grace et de Rachel Ellering après une magnifique spinebuster de Rachel Ellering, hein, une prise très bien portée. Elle part sur quelque chose de très étrange, on dirait qu'elle part en souplex et puis elle la ramène d'un seul coup en spinebuster. Très très joli finish, hein, quand même, à voilà. Je vais m'arrêter un petit peu sur ce match là. Je sais que je vais sans doute recevoir des critiques immondes de la part des gens qui vont me dire mais tu es ignoble Tao, quel monstre tu fais, supprime ta chaîne, va te faire voir chez les ânes. Mais j'ai envie de parler de ça parce que pour moi c'est important. Je l'ai déjà dit dans des critiques précédentes, donc pour ceux qui vont arriver sur cette critique et vont sans doute m'insulter pour ce que je vais dire, je vous invite à aller m'insulter également sur les critiques précédentes sur lesquelles je parlais. Mais j'ai envie de parler de Rachel Ellering, qui est une très très bonne catcheuse, attention. Aucune critique, elle a vraiment fait une très très bonne prestation, j'ai trouvé. Mais je sais que j'essaie de prendre des guillemets, d'apporter la chose de façon très bien amenée, mais je sens que je vais quand même me tromper. Donc je vais me lancer. Mais Rachel Ellering a vraiment un physique qui ne passe pas avec moi. Je sais que tout le monde peut avoir le physique qu'il veut, c'est pas dérangeant, mais je rappelle qu'on est dans le monde du catch, le physique c'est important. Et si ton physique n'est peut-être pas avantageux, des choses comme ça, il faut quand même que tu aies une tenue qui puisse te mettre en valeur. La chose de base, c'est quand même quelque chose de visuel. Le catch, hein, c'est un spectacle, c'est comme le cabaret. Si les personnes au cabaret sont mal habillées ou alors ont des habits ou un physique qui les met pas en avant, ça enlève toute la chose, quoi. Donc le catch c'est pareil. Et Rachel Ellering, attention, hein, je ne porte pas du jugement du tout de valeur sur elle, sur son physique. Elle s'habille comme elle veut, elle fait le poids qu'elle veut, il n'y a pas de souci tant qu'elle se sent bien dans sa vie. Je suis très content pour elle. Mais quand moi je regarde Rachel Ellering, quand je l'ai vue, ça faisait très longtemps du coup que je l'avais pas vue, mais du coup quand j'ai vu dans cet affrontement, ça m'a fait très bizarre parce qu'elle a une tenue qui la met pas du tout en valeur. Elle a cette petite poignée d'amour, j'ai envie de dire, qui, je trouve, n'est pas très esthétique et n'est pas rendue très esthétique en tout cas par le tenue. Et pour le coup, elle passe, je trouve en tout cas, pour quelqu'un de très large. Et ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre parce que Rachel Ellering, dans mes souvenirs en tout cas que j'avais quand elle était encore du côté d'NXT, elle était assez, je vais pas dire fluette, mais elle avait un gabarit mais pas non plus une brioche, alors que là elle l'a. Et je trouve que ça rend vraiment pas très bien. La tenue, comme je l'ai dit, l'embellit pas du tout. Donc moi c'est vraiment un point négatif qui m'a dérangé pendant tout le moment, surtout qu'en plus j'ai pas vraiment compris ce booking, pourquoi c'était elle qui devait faire le hot tag et du coup redonner l'avantage à son équipe. Donc voilà, j'ai pas du tout compris. Je voulais juste faire un parallèle, avec, je commence à bégayer, c'est assez fou, avec Dana Perazzo, qui du coup est la championne Knockout, je le rappelle,
qui elle aussi, la dernière fois que j'en ai parlé sur la chaîne, d'ailleurs c'était avec Donna Porazzo, où je trouvais qu'elle avait un physique un peu comme d'ailleurs Rachel Ellering, hein, avec cette petite poignée d'amour, qui avec sa tenue la mettait pas en valeur. Heureusement pour moi, et je pense qu'elle a compris elle aussi, hein, qu'il fallait être mis en avant, même avec son physique. Et ça je parle pas forcément que de femmes, hein, attention, les hommes aussi doivent être mis en valeur par rapport au physique. On est dans le monde du catch, dans le cabaret c'est pareil comme je l'ai dit. Donc voilà, c'est vraiment pas juste pour dire les femmes doivent être jolies, y a pas de souci. Mais voilà, Donna Porazzo, elle a changé sa tenue, et du coup maintenant je trouve qu'elle rend très très bien. Alors qu'elle a toujours le même physique, y a pas de souci. Donc voilà, Rachel Ellering, il faut qu'elle fasse un effort, je pense, sur la tenue de catch, parce que pour le coup, elle a vraiment tout, elle a un total package. On l'a pas encore vraiment vu au promo, mais en tout cas, elle a l'air très à l'aise. Et surtout, je sens qu'elle se fait plaisir sur le ring, et du coup, c'était très cool. Voilà, Jazz, j'ai pas grand chose à dire, c'était elle qui était un petit peu la surprise pour ce match-là, qui du coup était venue pour accompagner Jordynne Grace et Rachel Ellering, donc du coup les deux faces. Mais Jazz, c'est pas du tout une bonne comédienne non plus, donc elle était au bord du ring, et à des moments, je sais pas ce qu'elle faisait là, mais c'était très étrange, c'était vraiment oubliable pour le coup. Voilà, mais en tout cas, une victoire de Rachel Ellering et Jordynne Grace avec ce magnifique, j'ai envie d'appeler ça un suplex bomb, même si c'est pas du tout le nom qui est adéquat pour le coup. Mais je trouvais que c'était une finish très impactante, même si, je l'ai déjà dit encore une fois sur la chaîne, mais j'ai beaucoup de mal avec les équipes qui ne sont pas des équipes, qui arrivent, tout ça, et puis en plus d'ailleurs c'est le premier match en équipe, hein, de Jordynne Grace et de Rachel Ellering, elle remporte directement les ceintures par équipe. Bien sûr c'est pour apporter du frais, et pour surtout donner un bon moment lors de ce show-là, ça a très bien fonctionné, c'est pas le doute. Mais en tout cas, voilà, ça me perturbe un petit peu, parce que je me dis qu'elles ont une très bonne combinaison d'ailleurs en équipe, hein, toutes les deux, où ça a très bien fonctionné. Mais il faut quand même qu'elles se trouvent quelque chose, un raccord peut-être par rapport à la tenue, ou en tout cas une finish à deux, quelque chose qui pourrait bien fonctionner à deux pour que ça crée une réelle équipe. Mais de toute façon, on va voir les prochaines semaines, et je pense que ça va faire très très plaisir. Le match suivant, c'était un match Last Man Standing, le dernier homme debout, entre Trey Miguel et Sami Callihan, une réalité très intéressante. Pour ceux qui n'ont pas suivi Impact, je vous invite à aller au moins suivre pour regarder cette réalité, ou au moins voir la promo d'avant-match, qui est une très très bonne promo également. Donc voilà, on a Trey Miguel qui, je l'ai dit, est le dernier membre, le dernier représentant des anciens Rascals, qui sont maintenant MSK du côté de NXT, et Sami Callihan qui remet un petit peu en doute ce qu'il est ce que le catch est pour lui en gros. Donc une réalité assez psychologique, comme assez régulièrement du côté de Sami Callihan, hein, mais ça fonctionne toujours très très bien. Et le match en lui-même était aussi très très cool. Ils sont partis directement sur quelque chose de vraiment dynamique, de vraiment très impactant. J'ai peut-être un petit peu été déçu que Trey Miguel use pas de son agilité, mais on peut quand même justifier ça par le fait que Sami Callihan est quand même très agressif sur ce combat-là. Et ça a très très bien fonctionné avec moi. Le coup sur les chaises, c'était vraiment super cool. Le moment d'ailleurs où il prend une clé à molette, il me semble, et qu'il le met dans la bouche de Trey Miguel, c'était aussi très incroyable, hein, comme image. Sami Callihan, je pense qu'il aime beaucoup ce genre d'image à la télé, parce que ça a très très bien fonctionné. Et notamment d'ailleurs le Michinoku Driver directement sur le pied de la table, qui était elle renversée. Ça aussi c'était très très impactant, ça a vraiment bien fonctionné avec moi. Voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié la fin avec ce Spinebuster de Sami Callihan sur les escaliers en acier, et après Sami Callihan qui renverse les escaliers en acier sur Trey Miguel. C'était très cool, un petit peu grotesque, il faut l'avouer, parce que les escaliers, si vous le savez pas, du côté d'Impact, sont vides, hein, ils sont creux à l'intérieur, donc forcément il écrase rien du tout. Mais j'ai trouvé ça très très intelligent, et j'ai trouvé ça très très cool. Ça a super bien fonctionné avec moi. Trey Miguel qui du coup arrive à sortir de ses chaises, de cet escalier, directement de cet escalier en acier tout simplement, et qui récupère directement avec un magnifique cutter, un running cutter de Sami Callihan, qui était du coup sur les marches directement à travers une table à l'extérieur. D'ailleurs les tables un peu résistantes, hein, du côté de ce show là. Waouh, voilà, I am the table. Je pense que Matthew de Botchamania va se faire plaisir sur ce show, parce que vraiment c'était très très étrange. 2 ou 3 fois ça a pas très bien fonctionné, mais bon c'est pas grave. Ça rapporte encore une fois de l'intensité, c'était pas forcément dommageable sur ce coup là. Victoire de Trey Miguel qui du coup reprend l'avantage sur Sami Callihan, en tout cas en termes de psychologie. Je ne sais pas du tout si la rivalité va continuer, mais en tout cas la rivalité m'a beaucoup plu jusque là. Le match, celui-ci, m'a beaucoup plu également. Voilà, je sais pas du tout, mais si la rivalité continue, honnêtement ça me gênerait pas du tout.
Trey Miguel, il a fait une très très bonne prestation. J'aimerais bien qu'on parte plus du coup sur les terres de Trey Miguel, donc sur vraiment du catch pur, un petit peu plus poids léger, j'ai envie de dire. Donc on va voir ce qu'est la suite autour de ce programme-là. Mais en tout cas, très très bonne performance des deux. Je vous invite à aller le voir si jamais vous avez envie de voir 2-3 matchs et pas forcément tout le show. Je vous invite vraiment à aller voir le match Trey Miguel contre Sami Zayn qui est un très très bon combat. Le match suivant, c'est les ceintures par équipe d'Impact qui sont remises en jeu. Les nouveaux champions David Finlay et Juice Robinson, Finn Juice, qui du coup représente également la New Japan, tant qu'à faire, là, c'est le moment où on arrive un petit peu vers les feats un petit peu bizarres. J'en parlerai forcément en fin de vidéo. Qui du coup affrontait les anciens champions, les Good Brothers, Karl Anderson et Luke Gallows. Voilà, c'était un combat très honnête, honnêtement, ça a très bien fonctionné avec moi. Juice Robinson, il arrive quand même à attirer le téléspectateur, j'ai envie de dire, alors qu'il n'y a personne dans la salle, il faut le rappeler. D'ailleurs, à noter, ça je ne l'ai pas forcément noté, mais la régie a très très bien fonctionné avec les bruits de foule, les choses comme ça. Je ne sais pas s'il y avait des vraies personnes, peut-être qu'on ne voyait pas directement devant la caméra, mais ça a très très bien réagi, c'était très très cool, c'était vraiment au bon timing, avec les bons bruits, j'ai vraiment beaucoup apprécié pour le coup. Voilà, détail clos. Mais en tout cas, voilà, Juice Robinson fonctionne très très bien. David Finlay, je commence à de plus en plus l'apprécier. Je trouve que le duo fonctionne très très bien. D'ailleurs, chose qui est peut-être bête pour vous, mais qui pour moi est un super bon détail, c'est la tenue assortie. Ça, c'est toujours très très cool. Donc merci en tout cas à David Finlay et Juice Robinson pour avoir fourni un effort sur ce terme-là. Contrairement à, là je vais encore body shamer des gens, mais Karl Anderson est plus du tout dans une forme incroyable. Je sais qu'il y a quelques années, quand il était encore du côté de WWE, il s'était remis en forme, mais d'une manière assez incroyable. Il était vraiment in shape, j'ai envie de dire. C'était incroyable de le revoir comme ça. Et là, maintenant, depuis qu'il a Impact, c'est le laisser aller. Voilà, la brioche est revenue. Alors que Luke Gallows, contrairement à lui, qui a pratiquement toujours eu une brioche durant sa carrière, là, il est dans une forme physique assez ouf. Donc bravo, bravo à Luke Gallows. D'ailleurs, c'est un petit peu pour ça que j'imagine, j'allais dire Big Cass, mais je vais retrouver son nom, il faut que je m'y fasse. Hein. Morrissey, W. Morrissey, et sans doute lui aussi en forme, hein, parce que je rappelle que Doug Gallows, c'est lui qui a remis un petit peu en forme Morrissey pour son retour dans le monde du catch, donc forcément les deux vont de pair. Mais Karl Anderson, voilà, c'est vraiment le laisser aller, hein, c'est vraiment très très dommage parce que c'est un très très bon catcheur. Et surtout très très charismatique, mais bon, voilà, apparemment c'est quand on va du côté d'Impact, on se laisse un petit peu aller. Mais ça, j'en doutais pas. Je l'avais déjà dit il y a pratiquement un an maintenant, lors de ma critique sur Impact Wrestling Slammiversary, où clairement pour moi, Karl Anderson et Luke Gallows et Doug Gallows, pardon, étaient venus du côté d'Impact un petit peu pour se faire d'argent et pour être tranquille, mais c'est que c'est clairement pas là pour mettre forcément le produit en avant ou la promotion en avant, mais plutôt pour se mettre eux en avant. Et ça ne trompe pas parce que Karl Anderson, ça faisait très très longtemps, hein, depuis la New Japan, depuis le début de sa carrière à la New Japan, où il n'avait pas une brioche comme ça, et c'est, je trouve, très symptomatique, j'ai envie de dire, ça représente bien la mentalité, je trouve, d'une personne, se laisser aller, parce que je rappelle qu'on est quand même dans le monde du catch professionnel, et surtout avec la forme physique qu'il avait, c'est très très dommage. Je vais pas m'attarder 10 000 ans sur Karl Anderson, c'était juste pour dire que pour moi le physique c'était très important dans le monde du catch, hein, et c'est pas que les femmes, aussi les hommes comme Karl Anderson. Voilà, le match en lui-même est très très correct, j'ai vraiment trouvé bon, il y avait un enchaînement qui fonctionnait bien entre les deux, c'était deux équipes de poids lourds quand même, donc ça fonctionnait très très bien. Victoire de Finn Juice après un contre du Magic Killer, alors que Finlay allait se faire prendre pas du tout, allait se prendre le Magic Killer de Gallows et de Anderson, et du coup on a... non, pas du tout, c'est l'inverse, excusez-moi. C'est Robinson qui allait se prendre le Magic Killer, et Finlay qui arrive pour envoyer Karl Anderson à l'extérieur du ring, et du coup Robinson arrive à en profiter pour porter un petit paquet et remporter la victoire. Une victoire surprise, je sais pas si ça veut dire que le programme va continuer entre ces deux équipes, j'espère honnêtement pas, même si j'espère que dans les prochains mois on va avoir des nouvelles équipes qui vont arriver. Clin d'œil aux gens qui me suivent sur Twitter, @taofilpw bien sûr. Mais voilà, le match était quand même très très cool. Donc c'est pas forcément un match qui va renverser la soirée, c'est pas un show stealer, mais c'est un très très bon match par équipe, qui a très bien fonctionné en tout cas sur moi. L'avant-dernier match est le main event, le premier des deux main events j'ai envie de dire, c'est la ceinture Knockout d'Impact qui est remise en jeu par la Virtuosa Donna Purrazzo, j'en ai parlé un petit peu plus tôt
lors de cette critique, elle est accompagnée toujours de Suzanne et de Kimberly. Cette fois-ci, elle affrontait Tenille Dashwood, et qui est, elle, accompagnée de Caleb avec un K, je tiens à le préciser quand même, qui est apparemment cassé de partout. Voilà, il a une minerve autour du cou, mais continue à prendre en vidéo et en photo Tenille Dashwood, qui est un petit peu, voilà, sa patronne, j'ai envie de dire. Le match était très cool. Honnêtement, il était très très cool. Ça faisait longtemps qu'un match féminin m'avait pas autant embarqué. Peut-être parce qu'effectivement, j'adore Tenille Dashwood, donc je suis pas du tout objectif sur son cas. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas une super prestation de Tenille Dashwood, je trouve. Et là, ça a très très bien fonctionné. Les deux avec Donna Porazzo ont une super alchimie. C'est très très cool. J'ai pas l'impression que Tenille Dashwood était devenu face dans cet affrontement, en tout cas dans cette réalité. Donc, pour moi, je suis parti du principe que c'était un match heel contre heel. N'hésitez pas à me corriger d'ailleurs en commentaire si je me trompe. Mais vraiment, j'avais l'impression que c'était un affrontement heel contre heel. Et c'est assez rare, il faut l'avouer, de voir ça du côté en tout cas d'Impact. Et avec moi, ça a très bien fonctionné. Les deux étaient super cool. Les deux ont des tenues magnifiques. Les deux sont vraiment des superstars. Ça a vraiment super bien fonctionné avec moi. Et du coup, c'est quand même une victoire de Dana Porazzo qui conserve sa ceinture. Mais voilà, c'était très très bien fait, donc j'ai vraiment pas envie forcément de m'étaler sur le match en lui-même. Ce qui est important, j'ai envie de dire, même si le match est important en lui-même, et ce qui est très très cool, c'est surtout l'après-match, où on a du coup Tyler Wilde. Tyler Wilde qui fait son retour du côté d'Impact. Ça faisait très longtemps, hein, ça fait 11 ans il me semble hein, qu'elle avait quitté anciennement TNA, maintenant Impact, qui vient faire son retour. J'avais peur qu'elle soit pas forcément dans une forme physique adéquate, mais là, au contraire, elle est dans une forme physique super cool, donc elle arrive pour un petit peu arrêter l'attaque sur Tenille Dashwood, que Suzanne et Kimberly étaient en train de faire. Et du coup, elle attaque les deux, un magnifique double dropkick sur Suzanne et Kimberly, qui les fait fuir. Et du coup, Tyler White qui annonce officiellement son retour du côté d'Impact. Et j'ai hâte de voir la suite. J'espère que Tenille Dashwood restera quand même dans l'équation, ou enfin en tout cas un personnage important de la division féminine, parce que c'est une très très bonne catcheuse. Mais apparemment, on part effectivement sur du Tyler Wilde, Dana Porazzo. Il faudra que Tyler Wilde se trouve des alliés pour contrer Suzanne et Kimberly qui sont toujours en train d'accompagner Porazzo. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir cette confrontation-là. Pour les plus anciens qui n'ont pas connu Tyler Wilde, je vous invite à aller faire vos recherches et à aller voir des matchs d'elle, notamment contre Awesome Kong, et aussi en équipe d'ailleurs, parce qu'elle était championne féminine solo et championne féminine par équipe, du côté de TNA à l'époque. Donc vraiment c'est une très très bonne catcheuse qui est, j'ai envie de dire, une légende de TNA d'Impact. Donc ça me fait vraiment vraiment plaisir de la voir ici, de la revoir dans le monde du catch également. Et vivement la suite autour de ce programme là, parce que c'est un très très chouette programme. Le main event qu'on attendait toutes et tous bien sûr, même si il y a certains fans, dont moi indirectement, même si avec Kenny Omega dans l'équation, vous connaissez mon amour pour Kenny. On avait peur, voilà, on se disait putain, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qui se passe, pourquoi le programme entre Rage One et Moose a été détruit pour en arriver là, pourquoi Moose n'est pas champion du monde actuellement, c'était les grandes questions qu'on avait, et on est arrivé jusqu'à la fin de ce programme là. Je rappelle qu'au dernier show, il me semble que c'était Sacrifice, le dernier pay-per-view, on a eu le match pour la réunification des titres entre le titre TNA World Heavyweight et le titre Impact, donc entre Rage One et Moose, avec un magnifique match. J'en ai parlé sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais du coup, Rage One s'était imposé avec un magnifique crucifix pin, donc un petit paquet, on va dire, pour un petit peu faire gros sur ça. Et du coup, il avait réussi à réunifier les deux ceintures dans le show d'Impact qu'on a eu avant ce show, avant Rebellion, donc cette semaine, ou en tout cas la semaine dernière plutôt, si je peux paraître logique. On avait Moose qui était venu pour un petit peu confronter Rich One et lui dire t'as pas intérêt à perdre, parce que là tu représentes les deux ceintures, t'as gagné contre moi, donc maintenant donne ton maximum pour représenter la compagnie. C'était une très très bonne promo, j'ai trouvé ça très très cool, surtout qu'on n'a pas revu Moose depuis sa défaite, donc j'ai trouvé ça pertinent qu'il arrive ici pour un petit peu dire tu m'as battu, mais maintenant il faut que tu battes le plus fort encore, n'hésite pas à y aller à fond. Voilà, c'était une très bonne promo sur la chose. Effectivement, le programme, on peut dire, a débuté en janvier avec le 3 contre 3 entre Kenny Omega et les Good Brothers contre Rich One. Et je ne me rappelle plus de l'équipe qui était avec Rich One, je ne me rappelle plus du tout. C'était pas Finn Juice à l'époque, hein, c'était peut-être Willie Mack, ça me semblerait logique, peut-être Eddie Edwards aussi, je ne sais plus.
N'hésitez pas à me commenter ça pour que, voilà, que je sois plus sûr de moi la prochaine fois que j'annoncerai un fait. Voilà, donc du coup, le champion du monde AEW, Kenny Omega, affronte et défend sa ceinture contre le champion Impact World Champion Rich Swann. Du coup, c'était un match titre contre titre, donc ceinture contre ceinture. J'ai envie de dire, le vainqueur remporte tout. Et c'était un très très bon match. C'était un très très bon match. Vous l'avez peut-être compris. Et si vous avez écouté les anciennes vidéos où je parlais d'Impact, vous savez que je n'apprécie pas du tout Rich Swann en tant que champion. J'apprécie beaucoup le catcheur, attention, mais je trouve pas du tout qu'il peut représenter une compagnie. Même si je sais que les gens qui ont la blague facile, voilà, vont dire mais Impact, ils n'ont pas besoin de se faire représenter, ils sont déjà morts, MDR. Vous connaissez, hein, vous les fans d'Impact, ça fait 10 ans qu'on nous dit qu'à la fin de l'année, TNA est morte. C'est pas grave. Mais je trouve vraiment pas que Rich Swann soit un bon visage de compagnie. Je trouve que c'est un très bon catcheur qui est très appréciable, qu'il a ce côté babyface underground très très bon. Mais à aucun moment je me dis, ce mec-là, il peut me vendre son programme. C'est très étrange, parce que je le trouve cool, mais à aucun moment je me dis que quelqu'un d'autre que quelqu'un qui suit sa carrière ou qui regarde Impact peut acheter un show en se disant Rich Swann c'est le champion du monde, ça me plaît trop quoi. Voilà, Kenny Omega c'est le champion du monde de la AEW, également le champion d'ailleurs Mega, de la triple A, mais c'est surtout mon catcheur préféré, ça je m'en suis jamais caché. D'ailleurs, chose assez drôle, hein, mais vous pouvez aller voir une ancienne vidéo avec une miniature avec Kenny Omega dessus, et voilà, vous allez voir, j'ai spoilé déjà depuis un bon moment. On peut m'appeler l'oracle du catch. Voilà, il y avait l'oracle manga, maintenant moi c'est l'oracle du catch. N'hésitez pas à mettre le hashtag oracle catch, je saurai que vous parliez de moi bien sûr, y a pas de souci. Et du coup, Kenny Omega, voilà, c'est mon catcheur préféré, donc je suis pas du tout objectif. Je voulais qu'il gagne, et merci, il a gagné. Je suis très très heureux de voir cette situation-là. Je sais que beaucoup de fans d'Impact ont un petit peu gueulé dessus, mais moi je suis très très content. Le match en lui-même, je vais un petit peu en parler bien sûr, c'était un très très bon match. Honnêtement, Rich Swann il s'en prend vraiment plein la gueule, mais il fait aussi des retours qui sont très pertinents je trouve. Ça a super bien fonctionné avec moi. Voilà, ça a super bien fonctionné avec moi. Rich Swann qui se prend des V-triggers, mais jusqu'à tomber par terre, jusqu'à baver, c'était génialissime. Les 2-3 retours qu'il a eu à la fin, franchement j'y ai cru. Je me suis dit putain, et peut-être qu'il va le faire et tout. Mais voilà, avec moi ça a très bien fonctionné. Les deux ont une bonne alchimie, ça a super bien fonctionné. Le fait également que les deux compétiteurs soient accompagnés autour du ring, je trouve que ça rajoute vraiment beaucoup au fait que ce soit un match pour deux ceintures de promotion majeure en fait, en tout cas aux États-Unis. Voilà, vraiment avec moi ça a fonctionné. Du début à la fin, c'était très très cool. Kenny Omega qui s'impose avec une magnifique victoire, il enchaîne super bien hein, le V-trigger tonitruant dans le visage qui claque de Rich Swann, et après il enchaîne bien sûr avec son One Wing Angel dont personne ne s'est relevé, il faut quand même le préciser. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit non plus, ça c'est quelque chose à noter, peut-être qui vous fera plaisir et peut-être qui vous donnera envie d'aller voir le match si jamais vous ne l'avez pas vu. Aux commentaires, c'était premièrement D'Lo Brown et Matt Striker, mais ça vous avez l'habitude si vous écoutez Impact. Si vous écoutez pas Impact, peut-être que ça va vous faire bizarre d'entendre ces noms-là. Mais surtout, l'invité aux commentaires pour ce main event, c'était Mauro Ranallo. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne se rappellent pas de son nom, c'était le commentateur d'NXT. Un très très bon commentateur, peut-être d'ailleurs l'un des meilleurs commentateurs de sport aux États-Unis. Et du coup, ça a rajouté encore beaucoup plus de choses. Donc, ils avaient vraiment tout misé dans ce main event-là. Ça a très très bien fonctionné. Merci Impact pour avoir autant mis de moyens pour ce main event-là, parce que ça a super bien fonctionné, je trouve. J'ai eu peur à un moment dans le match qu'on ait une triche du clan AEW, parce que c'est un petit peu ça, la chose qui moi m'aurait beaucoup dérangé. Le moment où du coup Kenny Omega pousse l'arbitre, et c'est lui qui se prend la prise de Rich Swann, hein, c'est le cutter, mais finalement il allait utiliser du coup une chaise pour attaquer Rich Swann, et Aubrey Edwards, qui du coup était la deuxième arbitre, qui était officielle durant ce combat, arrête Kenny Omega. Et ensuite, on a un enchaînement où Rich Swann reporte sa prise, mais cette fois-ci sur Kenny Omega. Et je trouvais ça très très cool, parce que du coup, on repart sur, effectivement, Rich Swann a porté sa prise, comme si en fait, ça n'avait pas eu d'incidence qu'il le porte sur l'arbitre, parce qu'il a quand même réussi à le porter derrière, il n'y a pas eu d'intervention, il n'y a pas eu d'autre chose. Ça a très bien fonctionné, pour moi, c'est le genre de match où tu peux te dire, c'est pas une intervention, il a gagné quand même clean. Voilà.
C'est un petit détail, mais en tout cas, moi, dans ma tête, ça m'a fait ça. C'était vraiment super cool. C'était vraiment super cool. Le match était super impactant et du coup, on termine ce show avec Kenny Omega, champion Impact World. Donc, je rappelle, du coup, Impact World, c'est les deux ceintures. Hein, bien sûr, c'est la ceinture d'Impact et la ceinture TNA World. Et du coup, la ceinture AEW. Dommage qu'apparemment il y a quelques problèmes avec la AAA, parce que du coup il aurait eu 4 ceintures d'un coup, ça aurait pu être très cool à voir. Mais voilà, Kenny Omega officiellement le champion du monde du côté d'Impact, ça me fait vraiment plaisir, je l'ai déjà dit, je sais, je me répète et je sais que ça va en faire crier plus d'un, mais je suis vraiment très content, parce que Kenny Omega est un incroyable catcheur, il faut l'avouer, je pense que ce serait malhonnête pour de vrai de dire que Kenny Omega n'est pas un bon catcheur, c'est un très bon catcheur. Et là, je passe outre tous les 7 étoiles qu'on a eu et choses comme ça. En termes de pur catcheur performeur, j'ai envie de dire, c'est vraiment l'un des tout meilleurs. Il faut quand même l'avouer, le mec est capable de tout faire. Il a une agilité, il est fort, il est rapide, il est bon au micro, il peut faire aussi du comédie. Pour ceux qui ont vu la DDT, vous pouvez quand même avouer que c'est l'un des meilleurs catcheurs en termes de comédie, en tout cas actuellement en Amérique du Nord. J'ai envie de dire un catcheur nord-américain même. Le mec a tout, c'est pour ça d'ailleurs que c'est mon catcheur préféré, mais c'est grâce à ça, je pense aussi qu'on peut mettre des choses en place. Effectivement, je pense pas que Kenny Omega va devenir champion d'Impact durant 1 an ou 2 ans, ou va avoir un énorme règne, mais surtout, ça peut mettre en place quelqu'un d'autre à la tête, j'ai envie de dire, d'Impact. J'ai envie de dire, on croise les doigts entre parenthèses, mousse, mais c'est super cool tout simplement parce que, comme je l'ai dit, et c'était l'un de mes principaux arguments, je sais que certains vont peut-être un petit peu gueuler dessus et vont dire que c'est faux, mais je vais m'expliquer, attention, hein, je suis pas du tout en train d'attaquer des gens personnellement, c'est pas du tout ça, mais Kenny Omega va beaucoup plus attirer les gens que Rich Swann, et ça je pense que c'est un fait, et que ce serait hypocrite réellement de dire aux gens que non, pas du tout, Rich Swann c'est un très bon catcheur, il aurait pu attirer les gens. Oui, c'est un très bon catcheur, et oui, il aurait pu attirer des gens, mais jamais autant que Kenny Omega, parce que Kenny Omega, c'est la tête d'affiche. Je rappelle qu'actuellement, là, on est dans les premières semaines que NXT et AEW Dynamite ne sont plus en concurrence directe, et Dynamite nous tape des 1,2, voire 1,3 millions de téléspectateurs, ce qui est énorme dans le monde du catch d'aujourd'hui, je rappelle, parce que, de toute façon, toutes les émissions sont en baisse d'audience, forcément, naturellement. Impact a beaucoup souffert surtout de son image, mais KW Dynamite, qui est un show qui, je rappelle, a 1 an et demi, en gros, pratiquement même pas d'ailleurs 1 an et demi, arrive à taper des 1,3 millions, je trouve ça incroyable quoi. Heureusement d'ailleurs même NXT maintenant qui est passé le mardi arrive à atteindre les 900 000 téléspectateurs. Je sais que pour de vrai, il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas beaucoup, parce qu'on a encore les chiffres de l'Attitude Era dans la tête, qui étaient des chiffres assez phénoménales, hein, comme des 4, des 5, enfin des 5 millions, pardon, ou des 4 millions. Mais actuellement, quand on fait un show télé qui passe à la télé qui fait plus d'1 million de téléspectateurs, c'est un show qui marche. Donc AEW Dynamite est un show qui marche, et Kenny Omega il va se pointer à AEW Dynamite avec la ceinture d'Impact. Donc les gens qui peut-être avaient une mauvaise image d'Impact, ou peut-être ne regardaient pas du tout Impact, ils vont se dire putain, Kenny Omega champion d'Impact, j'ai hâte de voir demain, parce que du coup c'est le jeudi maintenant, j'ai hâte de voir demain pour voir ce que Kenny Omega va faire à Impact, parce que du coup il va être présent, hein, je pense qu'il va être présent très régulièrement, peut-être pas tout le temps, mais en tout cas très régulièrement, et forcément ça va attirer des gens. Je sais aussi, et d'ailleurs je l'ai déjà partagé sur Twitter, un petit peu mon désarroi au niveau de ce partenariat, pardon, qui pour moi n'apporte rien pour aucune des deux promotions. Mais jusque-là, les ratings, les spectateurs, le nombre de téléspectateurs d'Impact n'avait pas augmenté depuis le début de ce partenariat, donc depuis janvier, ça n'a pas du tout augmenté. Et j'ai envie de dire à juste titre, parce que le partenariat avait que dans un sens. À aucun moment, du côté Dynamite, on fait la promotion d'Impact. Peut-être que je me trompe et que j'ai oublié quelques promos, mais en tout cas, j'ai vraiment pas l'impression que dans l'univers AEW et dans l'univers AEW Dynamite plus particulièrement, j'ai pas l'impression qu'Impact existe en fait. Alors que là, Impact va exister, peut-être indirectement parce qu'on va surtout avoir la ceinture, mais j'espère qu'on pourra avoir des catcheurs d'Impact du côté d'AEW, et ça rapporterait encore plus, parce que jusque-là, c'était que des catcheurs AEW qui allaient du côté d'Impact, donc on aurait pu dire que c'était un petit peu le NXT de AEW, mais là, non. Là, maintenant, on peut avoir quelque chose de plus, on peut avoir quelque chose de mieux pour Impact, pour AEW,
Et je suis quasiment sûr que... peut-être que, peut-être que vous allez écouter ça dans quelques semaines, vous allez dire, t'as vu, tu t'es trompé, énorme merde. Et à juste titre, hein, vous aurez bien raison de le dire. Mais je suis pratiquement convaincu que dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, les spectateurs d'Impact vont augmenter. Qu'on va avoir également des catcheurs d'Impact du côté d'AEW. Peut-être pas d'AEW Dynamite, mais en tout cas du côté des shows AEW. Et surtout qu'on va parler de cette ceinture d'Impact que Kenny Omega a maintenant. Parce que c'est quand même quelque chose de majeur. Et c'est, je trouve, quelque chose qui est important dans le monde du catch qui vient de se passer. Attention, quand je dis important, ça ne veut pas dire forcément quelque chose de positif. Ça peut être quelque chose de négatif aussi, mais c'est sûr par contre que c'est quelque chose d'important. Donc voilà, je sais que beaucoup de fans d'Impact sont très mitigés à ça. Je sais que moi aussi, je suis très mitigé, mais vu que c'est Kenny Omega, je suis très content aussi. Mais je comprends tout à fait les craintes de chacun. Mais voilà, franchement, croyez-moi, en tout cas, essayez de me croire dans ce que je dis, parce que je suis convaincu que ça va beaucoup aider Impact de, en gros, se faire avoir une invasion, en gros, d'AEW. Parce que là, maintenant, Impact, ils sont dans l'équation AEW, et ça, c'est sûr. Et c'est pas AEW qui est dans l'équation d'Impact, c'est le contraire maintenant. Donc, je pense qu'on peut avoir vraiment... on peut attendre vraiment des choses incroyables du côté, en tout cas, de AEW, du côté d'Impact. Ce partenariat-là, il va commencer à être, je pense, très très important et très bénéfique pour les deux promotions. Et comme je te dis, bien sûr, on attend que Moose remporte la victoire contre Kenny Omega et devienne le plus grand champion de l'histoire de la promotion. Voilà, je fais un gros speech sur cette fin et sur ce partenariat, parce que c'est quand même la chose majeure qui est arrivée durant ce pay-per-view. Je voulais parler de quelque chose, mais je vous avoue que j'ai oublié. Voilà, vraiment là, je cache rien du tout dans cette vidéo. Mais voilà, j'ai envie de dire, suivez AEW, suivez Impact. Maintenant, tous les shows sont séparés d'un jour à chaque fois. Donc tous les jours, vous pouvez avoir votre nouveau show de catch. Essayez de parler avec les gens. Je sais que les fans d'Impact écouteront sans doute ces vidéos jusqu'ici. Donc si jamais vous en faites partie, n'hésitez pas à partager votre avis et partager vos connaissances surtout sur Impact et sur la TNA aux gens qui vont découvrir avec ce show, parce que je sais qu'il y en a qui vont découvrir Impact avec ce show. N'hésitez pas à leur conseiller des choses, à leur donner envie de voir le produit, jamais sans forcer bien sûr, mais voilà, essayez toujours de rester dans une positivité, je pense que c'est très important, même si on a peur, l'important c'est que les gens prennent du plaisir, donc essayons de se faire plaisir en donnant du plaisir, toujours. On se donne rendez-vous très rapidement, je sais pas du tout quel est le prochain pay-per-view dans une des promotions dont je parle, mais voilà, on a eu d'ailleurs les annonces des prochains pay-per-view du côté d'Impact, mais j'en parlerai pas ici parce que vous avez sans doute vu sur les réseaux sociaux. On se dit à la prochaine, soyez toujours fiers d'être fan de catch, bisous.